Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture avec les technologies Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario, comment vas-tu? Je vais très bien, toi? Oui, très bien. T'es revenu de ton magnifique séjour à Mississauga. Oui, en banlieue de Toronto. Guy, Quelle belle ville. Guy est sarcastique. Vous voyez pas son grand sourire. C'est pour ceux qui connaissent un peu Montréal, Mississauga, c'est un peu comme être en banlieue de l'aéroport. C'est comme dans toutes les grandes villes où il y a un aéroport, il y a toujours des hôtels autour et la conférence d'FTeach, malheureusement pour les organisateurs, se passait là cette année, donc c'était pas au centre-ville. Je dis malheureusement parce que ça n'a pas le même cachet qu'une conférence dans un centre-ville. Et moi, j'ai passé plusieurs journées parce que je donnais la pré-conférence le lundi et j'étais là jusqu'au jeudi. Donc, j'ai même décidé de pas aller en avion à cette conférence-là, mais d'y aller avec ma voiture parce que je voulais avoir un moyen de transport. Ah ben oui, ça prend absolument une voiture, là. Sinon, tu es limité à manger à l'hôtel. Puis ces hôtels-là le savent, hein, les prix sont exorbitants pour... à la place, là, je prenais la voiture, on descendait en gang, puis on allait manger un bon steak au Kegs, puis on avait une vie un peu plus sociale. Ouais, $4 le café Starbucks moyen. Oui. Guy, toi, t'as présenté, c'est quoi, le mercredi ou jeudi? Jeudi, 3 sessions sur, devine quoi? Cloud et Ben Azure. oui, Azure, effectivement. Oui. Ça a bien été, je suis très content. Bonnes évaluations, puis des bonnes questions. Là. C'était vraiment le fun. Oui. Moi, j'ai une petite nouvelle qui me fait extrêmement plaisir. Mon livre est maintenant annoncé sur Amazon. Oh, en pré-achat? Oui, ou pré-achat, parce qu'on est vraiment dans les... ça peut sembler bizarre, les gens vont me dire, coudonc, ça fait longtemps que tu es toujours en train de dire qu'il est sur le point de finir, mais coudonc, je contrôle pas tout, c'est pas moi qui contrôle l'agenda du travail de tous les éditeurs, là, les autres sont en train de faire ce qu'on appelle le copy edit en anglais. Donc là, on a fait toute la partie, en tout cas, du document, là, il devrait cette semaine me donner la version préliminaire, en tout cas, avec toutes les images. Puis là, mon travail à moi, là, c'est de réviser, que toutes les images sont parfaites. Puis on peut sembler c'est anodin, puis Julia Lerman me disait, non, Mario, revise-les toutes, tu vas voir, ils vont faire un paquet d'erreurs. Faut que tu leur reviennes en disant, ici, ça devrait pas être ça. Des fois, le designer graphique, lui, veut être créatif, donc il change quelques lignes dans ton diagramme, mais il comprend pas qu'il est en train de changer le sens de ce que tu voulais dire. Donc, je me prépare à ça, là, c'est cette semaine, je devrais avoir selon notre échéancier, autour du 24 juin, qui est la fête de Saint-Jean-Baptiste, je devrais avoir fini complètement le travail. Combien de pages? Pas beaucoup, 140 pages. Combien d'heures? Ah, des milliers d'heures. C'est fou, hein? On dit souvent... Tu sais, il y avait une anecdote qui dit... on demande... Il y avait un fameux président américain, ou c'est-tu Winston Churchill, je crois? Mais en tout cas, essentiellement, ce qu'il disait, c'est si vous me demandez de parler pendant plusieurs heures, ben je peux, sans me préparer plus qu'il faut. Si vous me demandez de faire quelque chose d'assez concis, mettons en une demi-heure, ben là, je vais avoir besoin de me préparer quelques heures. Si vous me demandez de faire quelque chose en quelques minutes, un peu comme les conférences TED, tu sais, les fameuses conférences, là, 5-6 minutes, là. de 9 minutes ou 18 minutes, ben 9 minutes, les gens peuvent se préparer pendant des jours et des jours et des jours pour réussir à faire quelque chose de concis. Ben moi, j'ai vécu un peu la même chose avec un livre. Si on veut faire quelque chose de concis, ça peut sembler anodin ou en tout cas, ça peut sembler... les gens peuvent peut-être pas le croire, mais ça demande du travail. Effectivement. Réussir à résumer en un ou deux paragraphes ce que tu voudrais dire, puis pas t'éparpiller. Puis sur les gens nos auditeurs qui me connaissent savent que je pourrais m'éparpiller. Ça pourrait arriver. Donc, c'était un travail de tous les jours sur apprendre à être un peu plus concis dans ma vie. Sur ce... Aujourd'hui, notre invité, c'est Marc Lamoureux. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Oui. Marc va nous parler, on va discuter avec lui aujourd'hui de BD et agilité. Donc, en quoi l'agilité, les BD, ça devrait fonctionner ensemble, puis surtout, qu'est-ce que ça a comme impact sur le processus de développement logiciel. Puis pour la petite histoire, on va parler, vous allez voir, Marc connaît notre émission parce que c'est comme ça que j'ai rencontré. On s'est rencontrés, on se croisait à l'occasion au groupe utilisateur Agile de Montréal. Agile de Montréal, c'est ça, oui.
Puis il y a quelques mois, je suis présent. Je suis allé voir une présentation qui m'intéressait et Marc était là aussi. Puis on prenait un petit verre de vin ensemble. Ben oui, parce que ça se donnait que cette journée-là, il faisait une espèce de 5 à 7, mais au lieu d'être le avant, c'était après. Puis la conférence finissait à 7 heures, donc c'était plus comme un 7 à 9. 7 à 9, ouais. Ou 7 à 8 verres de vin, puis avec des fromages et tout. Puis bon, je faisais le tour, puis à un moment donné, lui, il m'interpelle en disant « Bonjour Mario ». Je regarde avec un sourire, je dis « Bonjour ». Puis là, il commence à me dire « Ah, vous savez, j'écoute votre podcast ». Puis il sort son chose, puis il commence à me montrer tous les podcasts qu'il écoutait. Ouais, j'exagère un peu, j'en écoute à peu près une trentaine. Oh wow! C'est pas drôle. Mais là, la question, c'est où tu écoutes ça? Dans le transport commun? Ouais, ben quand le matin, le soir, des fois le week-end, quand j'ai des travaux à faire autour de la maison, là, je vais écouter ça. Il y en a de différentes natures. Il y en a qui sont reliés à l'informatique. D'autres, c'est plus des sujets un peu plus larges. Là. Tu sais qu'on a reçu un email à un moment donné d'un auditeur qui dit hey, « Merci beaucoup. Votre podcast me rend la tâche que j'ai à faire à toutes les 2 semaines. Je pense qu'il faut qu'il coupe son gazon. » Il dit « Maintenant, couper le gazon, c'est plaisant parce que je mets mes écouteurs puis je pense qu'il y avait quelque chose comme 100 fils puis écouter le podcast en coupant le gazon. » C'est une façon comme une autre d'écouter notre podcast. Ah oui. Mais tu vois, lui, couper le gazon, c'est plus une tâche plate. C'est associé avec une forme de plaisir. Puis c'est un peu ce que tu dis. Quand tu travailles autour de la maison, tu écoutes un podcast, ben, c'est que tu jumelles l'utile et l'agréable. Ben dans le fond, transport en commun ou le soir, la fin de semaine, quand tu fais autre chose, c'est comme d'écouter la radio. Hein, ça t'informe de façon, peut-être par le subconscient, là, d'une certaine façon, sur des choses nouvelles. Tu sais, que tu n'as pas besoin nécessairement de creuser, mais tu peux te tenir informé de cette façon-là. Mm-hmm. Puis là, t'écoutes, bon, on sait que tu écoutes notre podcast, mais nous, on publie quoi, une fois par mois, donc on est vraiment pas, c'est pas un podcast qui est hebdomadaire ou à plusieurs fois. Mais si je te disais, là, en français, il n'y en a probablement pas beaucoup, mais en anglais, là, ça serait quoi ton best, tes 3 meilleurs, les 3 podcasts que tu dirais aux auditeurs, ben, regarde, si vous comprenez l'anglais, là, allez écouter ces podcasts-là, c'est vraiment intéressant pour élargir vos connaissances. On va focuser sur l'informatique, forcément. Ouais, ben, je te dirais que ça varie un moment donné quand tu as fait le tour d'un certain sujet. Là, je sais qu'à un moment donné, j'ai regardé les choses d'Oracle, j'ai regardé les choses de... Il y en a un américain, là, .NET Rocks. Ouais. Mais le vote me suffit. Là. Il y a, présentement, un des bien intéressants, c'est JavaScript Jabber. Ah oui, parce que JavaScript, c'est l'omniprésence. L'autre, c'est celui de Scott Hanselman. Ben oui. Hanselman It. Il y a le vôtre. Il y a Agile Weekly, mais je ne les listerai pas toutes, là, mais c'est dans mes tops. Il y a Node.js aussi. Il y en a un Node Up sur l'architecture Node présentement. C'est bien intéressant de voir comment JavaScript s'en vient. Il y a des lacunes là, dans cette architecture-là, mais il y a une mode, c'est effrayant, toute l'activité qui se passe autour de ça. Souvent, c'est open source. C'est ça qui est bien intéressant dans ce monde-là. Hein. Fait que c'est pas mal mes tops. Beaucoup de traction. Je ne sais pas pour toi, Guy, mais ADFT, pour moi, c'était un des... les tablettes qui arrivent, donc qui multiplient le type de plateforme sur laquelle on doit développer, fait en sorte que JavaScript devient omniprésent. Puis moi, une de mes prises de conscience dans la conférence d'FT, en jasant avec des nouveaux conférenciers qui sont dans la vingtaine, souvent il y a un moment donné, quelqu'un une des personnes qui présentait, quand on parlait justement de .NET Rocks, qui ont commencé leur podcast en 2002, nous en 2004. Puis elle m'a regardé et elle a dit, en 2004, moi j'avais 10 ans. Donc elle a maintenant une vingtaine d'années. Puis là, tu fais comme, oh my God. Donc elle dit, non, j'écoutais pas votre podcast en 2004 quand vous avez commencé. Mais ça pour dire que cette nouvelle génération-là, des choses que moi, personnellement, si on prend par exemple CSS, Cascading Style Sheet. Depuis toujours, pour moi, CSS, c'est comme, bon, c'est un mal nécessaire, on déclare, puis je voyais pas un gros défi à ce niveau-là. Dans la dernière année et demie, je me suis heurté, ou je vais prendre le terme heurté parce que c'est vraiment pas facile, à faire des sites web que je voulais faire ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire que l'affichage se change en fonction du type de bidule qui se connecte sur ta page web, que ce soit un iPhone, un iPad ou une tablette ou un gros écran. Puis le responsive design, ben grosso modo, c'est ton CSS que tu vas boucher beaucoup. Et ces gens-là présentent maintenant comment on pourrait programmer CSS avec un langage d'abstraction par-dessus. On pensait, entre autres, parlait beaucoup de SAS, puis LESS, qui sont essentiellement pour amener des concepts orientés objets ou des concepts de composition dans la façon de programmer ton CSS. Oui, il parle aussi d'Object-Oriented CSS. Ça, c'est d'autres modes. Mais derrière tout ça, il y a le besoin d'exprimer une seule fois
un concept. Parce qu'en CSS, si tu fais pas ça, tu vas te retrouver à recopier 25 fois. Puis là, à un moment donné, quand il y a des changements à faire, c'est ingérable. Puis si tu fais des sites... mais c'est intéressant de voir. La conclusion, c'est des langages très déclaratifs comme CSS deviennent maintenant des langages de programmation où on a des présentations très poussées. Autant, puis la même chose du côté JavaScript. JavaScript, c'est mettre des concepts orientés objets, avec des présentations sur TypeScript, sur CoffeeScript. Donc, tout ça pour dire que... Ben, pour revenir avec son point. Un langage déclaratif aussi pour le relier au sujet d'aujourd'hui. SQL. Ah, ça en est un. Oui, tout à fait. Tu fais juste déclarer ce que tu veux et en arrière, la machine fait. C'est avant tout ce monde-là. Oui, le langage déclaratif, c'est le niveau d'abstraction sur lequel on devrait toujours vouloir aller. Parce que ça, c'est théoriquement plus simple pour... Ça dépend du type de problème. Hein. Oui, exactement. Tout à fait. Mais pour clore toute cette longue introduction apartheid, essentiellement, quand je t'ai rencontré, c'est là que tu m'as dit, ben j'écoute votre podcast et en discutant avec toi, à un moment donné, je dis, ben tu pourrais faire un podcast. Puis là, tu es resté un peu surpris en disant, moi, faire un podcast. Puis là, je dis, ben oui. Puis surtout, je pense qu'on avait commencé à parler justement de... En fait, ce que je t'avais dit, je dis, vous avez jamais abordé le développement de logiciel du point de vue des bases de données. Ouais. C'est là-dessus que tu as accroché. Oui, parce que je t'ai dit, oui, je sais que j'ai jamais fait ça, puis j'aimerais ça en faire une émission. Puis je dis, ben, c'est que j'ai pas trouvé quelqu'un qui parle français qui pourrait discuter du sujet. Parce que c'est sûr que j'en connais des gens qui parlent anglais qui seraient capables de faire ça. Mais là, la question, c'est que je veux pas faire des podcasts en anglais. C'est l'idée du Visual Studio Talk Show, c'est de... Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, je dis, ben, tu pourrais le faire, là, toi. Puis là, je dis, ouais, peut-être. Puis finalement, quelques mois plus tard, ben, tu te retrouves assis ici avec le mandat de nous éclairer sur l'agilité et les BD. C'est bon. Tu connais la formule parce que tu écoutes notre podcast depuis plusieurs années. C'est toujours la bio au début, puis après ça, on parle du sujet. Donc, pour ta bio, ben écoute, moi, j'ai des cheveux blancs. Toi, il m'en manque beaucoup. Il t'en manque, hein? Mais ce que ça dit, c'est que t'es pas un nouveau venu. Là, toi, t'avais pas 10 ans lorsque .NET a commencé en 2002. Pas du tout. Ça fait quoi, de 20, 25 ans que tu fais de l'informatique? 25 ans que je fais de l'informatique. J'ai commencé assez jeune, là, autour de 18 ans. Je suis sorti du cégep. J'ai tout de suite commencé à travailler. Après ça, j'ai fait des... Oui, parce que toi, tu as un deck à la base. Pour ça, tu allais faire des certificats. C'est ça. Un profil que beaucoup de monde font encore aujourd'hui parce que c'est un profil pratico-pratique. On va sur le terrain, puis après ça, on va chercher des certificats dans les domaines qui nous intéressent plus. Toi, tu as fait un certificat en programmation, en développement de logiciel. C'est plus théorique là, comme cours, puis aussi en télécommunication. Oui. Que j'ai trouvé très intéressant, beaucoup plus intéressant que l'informatique en tant que telle. Oui. Parce que c'est un domaine plus structuré où il y a des normes, des protocoles. Absolument. Parce que l'informatique a bien de la misère à mettre en place, malgré qu'aujourd'hui, on voit qu'avec Google, puis tout ce qui est les protocoles, HTTP, ça prend un certain standard. Il faut que les choses sachent se parler pour que ça fonctionne. Ce qu'on appelle en anglais le open web. Le web ouvert, il repose finalement sur justement des contrats explicites et très clairs entre les différentes parties. Ces contrats-là, c'est des protocoles. Exactement. C'est pas des normes parce qu'on les a pas normalisés, mais c'est des façons si il n'y a pas de protocole, en tout cas, il y a une convention. Ben, ça permet que les choses se parlent puis de façon définie. Puis ça force une certaine... faut définir les choses avant de commencer à les utiliser. C'est tout à fait. Ça force. Donc, toi, tu commences à travailler dans la fin des années 80, début des années 90. Début des années 90. Principalement, c'était du conseil. Tu étais dans les firmes de consultation au début? Au début, j'ai eu un petit travail là, il imprimait des billets de loterie. Ça, c'est au début. Après ça, je me suis dirigé plus vers le conseil Accenture, qui s'appelait Anderson Conseil à l'époque. Après ça, je suis tombé à mon compte faire différents mandats. Après ça, j'ai été chez... je ne sais pas si on va embarquer dans la partie plus proche là, de l'agilité. Oui, bien, c'est ça. On peut dire que les années 90, c'est un parcours de quelqu'un qui apprend son métier et tout. Et arrivent les années 2000, et pour toi, la découverte des principes d'agilité à travers le livre d'Extreme Programming, je pense. Hein? Oui, surtout. Ben, on a fait... disons que j'ai fait des
plusieurs projets où est-ce que c'était du big requirements upfront. Là. Je connais pas le mot français. Mais tu as fait des projets classiques, traditionnels. Ouais. Et comme beaucoup de gens, tu as probablement pas trouvé que c'était très efficace. Ben, quand tu connais pas mieux, tu penses que c'est ça la recette. En plus, le monde dit de faire ça. Mais moi, je soupçonne ça vient beaucoup des tentatives de récupérer d'autres domaines dans le domaine de l'informatique. La façon de gérer les projets, je pense qu'ils se sont inspirés de d'autres domaines comme du manufacturing, de l'ingénierie, etc. Ils ont essayé d'appliquer ça à l'informatique, mais je pense qu'aujourd'hui, le côté agile a comme libéré en quelque part des pratiques qui sont bonnes pour faire du développement de logiciels. On le voit aujourd'hui quand même. Finalement, on a trouvé un nom pour nommer un contexte qui n'était pas celui qui est le contexte habituel que les gens qui font, par exemple, l'ingénierie, qui est le contexte que nous, les besoins sont en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. On s'entend, si tu construis un pont, on ne change pas la place, les définitions du pont. Il y a peut-être 10% de demandes de changement. On a vu au Québec avec la commission Charbonneau que des fois, il y avait un peu plus que 10% de changement, mais s'il y avait d'autres considérations, peut-être économiques en jeu, ou en tout cas de malversation. Mais ceci dit, actuellement, c'est 10-15% de changement. Nous, on est dans des ordres de ratio de 10 000% de changement parce que ça change toujours. Et là, on a, avec la communauté agile, donné un nom à ça en disant, ce type de problème-là, c'est des problèmes qu'on doit gérer avec une approche agile. Puis toi, tu as découvert ça assez tôt. Donc pour complémenter ce que tu dis, dans le fond, la meilleure phrase que j'ai pour ça, c'est Martin Fowler. Il a dit « Keep software soft », dans le sens où c'est pas de l'équipement, c'est malléable à 100%. Hein, tu sais, le logiciel, tout ça. Fait que moi, dans le fond, en 2000, j'ai travaillé sur un projet pour le 9.1. Puis on utilisait de la signature de documents. Juste pour le contexte pour nos auditeurs européens, je suis pas sûr. Est-ce qu'ils ont le 9.1 en Europe? Oui, en Angleterre, c'est 999. Mais en France, je pourrais pas dire le numéro d'urgence. C'est un numéro d'urgence. Tu fais 911 sur n'importe quel téléphone, tu tombes sur une centrale où est-ce que les gens vont essayer de t'aider. Si, par exemple, tu as besoin d'avoir... Nous, on l'a utilisé la semaine dernière, parce qu'à mon match de baseball, une personne a reçu une balle, a tombé sans connaissance pendant 2-3 minutes. Donc, tout de suite, 911, on appelle, on a besoin d'une ambulance. Puis ils rapatriaient l'ensemble des systèmes. Ça se fait beaucoup dans le monde de la télécom. Ils ont des cycles de vie à tous les 15 ans ou 20 ans. Ils vont comme complètement refaire un système. Puis on utilisait... j'étais un chef d'équipe. Je signais des documents. Moi, j'étais comme en charge d'une équipe. Les analystes faisaient des documents. Je les signais. On revisait ça en groupe, etc. Puis là, un moment donné, je suis parti de là. Je suis revenu à Montréal pour d'autres contrats. La première fois que j'ai vu le livre d'XP de Ken Beck, j'ai lu ça. Donc, XP, c'est Extreme Programming Explained, le fameux livre de Ken Beck. C'est ça. J'ai lu ça, puis j'ai racheté ça. J'ai dit, ça se peut pas. On est en quelle année à ce moment-là? En 2000 à peu près. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui me parle de ça. Moi, je dis, ça se peut pas. Là. Faire le changement le matin, livrer le soir, impossible. Fait que là, en 2001, il y a eu les attentats, il y a eu la bulle qui a craché. Là, j'ai dit, on va lire le livre, là, j'ai le temps. Là. Non, mais j'ai passé 9 mois sans mandat quasiment à cette époque-là. Fait que j'avais du temps pour explorer ces affaires-là. Puis là, j'ai commencé à dire, les tests automatisés dans le 9.1, on en faisait. On cherchait une mécanique pour pas que de non-régression quand on faisait des nouvelles affaires. Après ça, qu'est-ce qui marchait mieux quand on faisait des revues de code? Tout ce cycle-là. Donc, certaines des pratiques étaient là, tu dis, ça prend du sens. Petit gadon. Une fois que j'ai passé la phase de on livre en fin de journée, le changement qu'on fait le matin, je dis, OK, je vais regarder les pratiques qui donnaient là-dedans. Puis finalement, par après, j'ai eu d'autres mandats où est-ce que j'ai pu commencer à appliquer ces méthodes-là. Au début, là, c'était juste, mettons, pour la résolution de problèmes. Par exemple, avant qu'un problème devienne gros, tu peux mettre 2 personnes dessus, puis ils vont trouver une solution beaucoup plus rapidement que quelqu'un tout seul. Puis ils vont pouvoir aussi accélérer le cycle de déploiement. Tu sais, quand c'est critique, il n'y a pas le temps de dire « on va faire un papier à côté ». Si t'es sûr, t'es sûr, t'as les... On y va. Puis, regardons ça. Là, le project manager dit « oui, vous n'avez pas fait un document. » On l'avait, la solution était là. Pourquoi ça compliquait la vie? Là? Puis par après, ils m'ont donné d'autres mandats pour faire certains modules. Là, j'ai pu le faire à la XP, complètement automatiser les tests, etc. Puis est-ce que tu essayais de faire du TDD, des tests en premier à cette époque-là? Je n'appelais pas ça comme ça parce que avec XP, ils ne parlaient pas de TDD. En tout cas,
Ça commence à être vieux dans ma tête. Là. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que, bon, j'ai comme fait une bulle. Tu sais, on était une équipe. Moi, je suis parti. Ils m'ont donné des mandats en impartition. Puis il y avait 2 modules qu'il fallait qu'ils refassent. Puis là, ils m'ont dit, fais ça. Puis là, j'ai pu adopter les techniques XP. Puis j'ai livré ça sans aucun défaut. 2 affaires très, très compliquées là, qu'ils n'osaient même pas utiliser tellement qu'il y avait Puis quand tu dis sans aucun défaut, absolument, les autres, quand ils recevaient un module, en moyenne, c'était combien de nombre de défauts? Le QA, ils n'ont rien trouvé, etc. Ça a passé direct sans aucun problème. Ce qui est assez inhabituel, dans le sens. À l'époque, c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, il y a quelque chose là-dedans qui est, du pair programming, etc. Il y a de quoi là-dedans qui marche. Fait que je pense que le prochain... Là, après ça, j'ai refait un autre mandat en impartition où est-ce qu'on a vraiment utilisé XP pour le cycle de vie. Puis je me suis rendu compte que vraiment, bon, ça allait bien. Les personnes même qui étaient dans l'équipe, ils ont décidé eux autres mêmes de dire, nous, on livre aux semaines. Ça s'en allait pas en prod aux semaines, mais on livrait quelque chose qui fonctionne aux semaines, que le product owner pouvait regarder, puis dire, ah oui, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. C'est ça qui est dit, mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire. C'est ça qui est dit, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai de besoin de l'essayer. Fait que, on l'a livré 37 fois, mettons, cette affaire-là. Puis, tu sais, s'il peut pas arriver à la fin et dire c'est pas bon, là, il a vu 37 fois rentrer, là, fait qu'à la fin, il n'a pas le choix de dire que c'est bon. Là, tu sais, il a eu toutes les chances de corriger. En tout cas, il est malhonnête. Non, mais c'était un excellent gestionnaire de produits, puis il n'y a pas eu aucun problème, là, mais là, on a vu la force de tout ça. Ouais. Puis on était vraiment on a eu la chance qu'on n'était pas pris dans un contexte corporatif où est-ce qu'il y a plein de monde qui essayent de... Qui veulent pas que ça marche parce qu'ils savent leur avantage. Ils s'agrippent à ça, puis ils te ralentissent finalement. Là, fait que de fil en aiguille, c'est ça. C'est un peu comme ça que tu as créé ta propre boîte avec ces opportunités-là. Exactement, avec ces opportunités-là. Qui s'appelle... Le Datec. Le Datec. Oui. Puis ça, c'est depuis le début des années 2000 ou tu l'avais même avant, à la fin des années 80? Ça a commencé, là... Je regarde mon papier, à peu près en 2003, 2002, 2003. Puis principalement, ton client, c'était justement les gens qui géraient le 911. C'est début, encore un de tes clients aujourd'hui, je pense. Oui. Dernièrement, on a refait d'autres modules qui gèrent l'échange d'informations avec toutes les compagnies de télécom au Canada, là, TELUS, Vidéotron, tout ce monde-là. Puis encore là, ça a très bien été. Moi, ce que je dis, c'est que je donne les manettes aux gens qui ont les produits pour qu'ils puissent faire avancer comme ils veulent la machine, le plus possible. On donne la télécommande, on dit, bon, regarde, elle va aller où tu décides où qu'elle va aller. C'est ça, exactement. Tu as été, un des défis que tu as eu aussi assez rapidement, c'est, c'était pas juste du logiciel, vous développez, il y avait des BD, des bases de données, donc... puis c'est un peu ce que tu m'expliquais, c'est que tu as souvent cumulé le rôle un peu du développeur de base de données en parallèle, parce que justement, dans un contexte d'impartition, vous n'aviez pas comme le BD classique corporatif ou moi, je te dirais, pas tout à fait. En même temps, quand j'ai eu du temps pour lire XP, je me suis certifié comme DBA Oracle à l'époque. Là. Puis je me suis aperçu qu'il y a Ça, c'est intriguant. Donc, tu lis un bord, le livre XP, puis de l'autre côté, tu certifies Oracle. Tu sais, l'antithèse de ce qui était, à l'époque, là, de ce qui était l'agilité et tout, c'était le gros monstre. Oui, mais pour comprendre, il y a une des personnes qui était en charge de la base de données de production, etc. C'est encore un de mes meilleurs amis, mais on a eu tellement de conflits à savoir comment qu'on fait pour mécaniser la mise en service des releases de bases de données et du logiciel. Donc, tu t'es dit, je vais m'arranger pour être extrêmement compétent dans le domaine. Puis... Le problème qu'on a, c'est qu'il nous amène toutes sortes de paroles. Il parle de table space, de row ID qui vont migrer. C'est tous des concepts. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Puis là, lui, il était absolument réticent, mettons, à mécaniser l'ensemble de la chaîne pour déployer. Il était très réticent à ça. Même aujourd'hui, il y croit pas. Pourtant, c'est ça qu'ils font depuis quasiment 13 ans, là, qu'ils utilisent. Puis il était extrêmement réticent à faire ça, mais ces gens-là, à cette heure, j'en connais beaucoup parce que je me suis intéressé plus à fond. Ils ont comme certains besoins de stabilité puis de contrôler parce qu'ils pensent qu'on va casser des choses puis qu'il faut qu'ils contrôlent, etc. Mais si tu as un bon cycle de développement, quand c'est automatisé, etc., tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. C'est intéressant parce que ce que je comprends de ce que tu es en train de me dire, c'est plus un problème de perception humaine
qu'un problème technologique. La techno le permet, mais l'être humain, le DBA classique, il veut avoir un contrôle, il veut être dans la boucle, donc il dit non, on n'automatisera pas parce que j'ai ma place, moi, ici, puis surtout, il est persuadé que son intervention va assurer toujours que ce qui est déployé est parfait et tout. Bien, souvent, je te dirais, c'est aussi son protecteur d'une certaine... tu sais, souvent, dans les grosses organisations, les bases de données, mettons que ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Fait qu'il faut qu'ils protègent ces choses-là. C'est leur pouvoir aussi. Puis aussi, il y a des développeurs qui peuvent rentrer des affaires dans des logiciels qui vont accéder des choses d'une certaine façon, qui vont complètement rendre la base de données non performante ou qui font draguer la performance complètement à terre parce qu'ils partent, je sais pas moi, 200 process qui accèdent toutes les tables en full table scan. Ouais. Fait que là, eux, ils veulent essayer de protéger ça parce qu'ils sont redevables de ça. Fait qu'il faut que tu aies en fait, cette compétence-là de DBA, il faut que tu l'amènes à prévenir les problèmes au lieu des Puis on sait que ça existe beaucoup des développeurs qui comprennent pas trop que c'est une ressource qui coûte cher la BD puis qu'on y va pas pour le... T'sais, on va pas chercher les 300 000 items, même si on a besoin juste d'en afficher 50. On y va peut-être un peu plus que 50, mais tu sais... puis souvent, les gens, c'est comme, regarde, c'est un peu comme étoile, tu sais... C'est étoile. C'est l'étoile from la plus grosse table. Puis après ça, je vais juste enlever ce que j'ai pas besoin. Ouais. Mais dans une boucle. Oui, exactement. Ben, on rentre plus dans la technicalité, là, mais il y a comme des skills qu'un DBA va spotter comme information. Ils vont dire, hey, ça, là, c'est dangereux. Là. Mais aussi, ça empêche l'application d'évoluer et on va dire, de se complexifier. Là. Quand je dis complexifier, c'est pas inutilement, là, mais d'évoluer puis d'aller de l'avant. Là. Donc, tu vas chercher cette certification-là, tu t'intéresses à Extreme Programming, tu le mets en application et veux pas, tu as aussi travaillé à voir... tu as mis en place dans ton organisation comment on pourrait gérer des bases de données avec l'agilité, puis c'est un peu ce que tu veux échanger avec nous. Je pense qu'un des points, tu vas dire, toi, comment tu fonctionnes, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire. Exactement. Mais c'est une façon qui marche chez toi. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est d'entendre peut-être ce qui marche, puis après ça, les gens prendront bien les décisions qu'ils ont à prendre pour eux autres. Ben, c'est ça, il y a d'autres solutions, là, mais il y a quand même des bases. Tu sais, j'ai lu différents articles. J'ai lu dernièrement le livre de Scott Ambler. Puis, le fameux livre. Saddle Age. C'est toi qui m'as suggéré ça, mais finalement, en relisant ça, je dis, c'est pas mal toutes les pratiques. Lui, il va dans le détail de chaque refactoring, etc. Mais la base est là. Juste pour la petite histoire, c'est les fameux livres de la série de Martin Fowler, les livres noirs et rouges. Puis là, il y en a un qui est sur les refactoring de database, je pense. Hein? C'est ça le titre. Je pense que c'est Evolutionary Database de Scott Ambler. On va mettre le lien de toute façon sur la page. Puis c'était à l'époque, ça se voulait comme un compendium de toutes les bonnes pratiques pour être capable de faire ça, parce que beaucoup d'organisations veulent traiter les schémas de BD juste comme du code source, comme si ça serait... c'est pas du C#, c'est pas... mais c'est basé plus sur du SQL, mais c'est du code source qu'on voudrait mettre dans le gestionnaire de code source et gérer en versionnage comme le reste. Oui, sauf qu'à la base, il y a quelque chose qui marche pas parce que une base de données, tu peux pas dire je vais tout dropper à la base de données puis je vais la recréer vide. Tu peux pas tout le temps faire ça. Ils ont des données dedans qu'ils peuvent pas perdre. Fait que il faut toujours que tu traites en forme de delta toute l'information que tu as. Il y a différentes techniques autour de ça. Il y a des techniques dans le livre de Scott Ambler qui amènent. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il raconte, là, mais il y a une bonne base. Mais nous, aujourd'hui, on va surtout expliquer aux gens, faut que vous pensiez que ce sera impossible pour vous de dire ma BD de production, je détruis les données pour recommence. Ton client va faire comme non, ça marche pas. Non, mais je pense qu'il y a personne qui pense de cette façon-là, mais comment essayer d'approcher les bases de données d'une certaine façon pour que qui tombe un peu dans un mode agile. Là, parce que normalement, les gens vont faire du modeling dans un coin, puis là, les développeurs vont accéder à ça comme quelque chose d'externe quasiment au projet. Là. J'ai vu toutes sortes de mauvaises pratiques. Il y avait la pratique de ce que j'appelais, moi, la Golden Database, c'est-à-dire que tu avais une BD qui était la BD de référence que tout le monde allait chercher, par exemple, pour monter des scripts de différentiel avec des outils
automatisés qui vont lire, puis dire, OK, ben, si je prends cette source-là, puis je la compare, puis là, ça crée les scripts et tout. Le danger, c'est que cette BD-là, il fallait que tu backup comme il faut, parce que ça tombait, tu étais dans un merdier. Donc, tandis que... T'as toujours la base de net prod en général. Là, oui. Tu peux toujours comparer avec ça. Ouais. Ben, c'est souvent ce qui se passait. Dans beaucoup de ces organisations-là, finalement, ce qui était leur golden database devenait plus golden. Puis à un moment donné, c'était comme, on fait un backup de la prod, on la remet là, puis on repart. Puis oui, c'est une solution qui fonctionne. Puis le seul danger qu'il y a, c'est... comment tu sais, là, faut soit que tu as des outils automatiques pour refaire tes scripts, pour dire, ben, comment je pourrais recréer, parce que là, c'est comment je crée des environnements de test après ça, sans mettre les 300 millions d'entrées de ma BD de production sur chacune dans mes bases de données, parce que là, c'est long, lourd, et on n'en vient pas à bout. Tu veux-tu qu'on regarde comment nous, on procède, grosso modo? Je pense que ce serait ça qui serait le fun. Oui. Premièrement, en général, nous, les développeurs, ils ont chacun leurs instances de base de données sur leur poste. Puis ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir toutes les composantes serveurs déployées en même temps. C'est-à-dire que... Et chacun sur leur poste. Il n'y a pas comme une BD centrale que tout le monde va accéder concurremment. Si tu as 10 développeurs, il va y avoir 10 BD locales sur leur poste. Exactement. Ça, c'est en tout cas, moi, je peux juste confirmer que c'est une bonne pratique. Oui, c'est standard. C'est standard, mais c'est pas pratiqué partout. Ouais. Non, il y a des variantes là-dessus. Il y en a qui vont avoir une BD centrale où est-ce qu'ils vont au moins créer une base de données pour chaque développeur. Au moins, ils ont comme le sandbox, même si c'est centralisé. Là. Des fois, c'est parce qu'ils essaient d'économiser des coûts en faisant ça. Mais on sait qu'avavec les outils de Visual Studio, je pense que c'est une BD qui vient dès que tu as un MSDN, tu peux t'installer une version de BD locale. Oui, et puis les versions gratuites, par exemple d'Oracle ou d'SQL, ça fait la job. Là. Exactement. Donc là, tous les développeurs ont leur BD locale. Oui. Ben, en fait, le plus possible, l'ensemble des composantes. Des fois, il y a des composantes externes là, qu'on n'aura pas localement pour X raisons. Mettons, au début, ben, on va la traiter comme une référence externe. Comme par exemple un Active Directory. Souvent, on aurait juste une version d'Active Directory pour le développement qui est une copie de ce qui est notre Active Directory en production. Des fois, c'est carrément des services qui sont exposés sur Internet, qui sont de l'extérieur. Un feed de data, par exemple, TCP, là, que tu peux juste lire à partir d'un serveur central. Là. Puis, contrairement à ce que j'ai lu souvent, l'utilisation de mock, on en fait le moins possible. On traite la BD comme étant quelque chose de vivant qui rentre dans notre projet. Parce qu'il y a des comportements là-dedans. Par exemple, ne serait-ce pour assurer, mettons, les clés unitaires, les alternate keys, les clés unitaires ou... les triggers. Mocker les triggers, ça se fait presque pas. Donc, si ça trigger, puis ça te crée d'autres BD à côté, puis tu as toutes sortes d'effets de barre, tu les verras pas tant que tu n'auras pas mis une vraie BD. Disons que les triggers, là, moi, c'est tu vas me dire que tu n'en veux pas, moi aussi. C'est un peu banni, là, des pratiques. À chaque fois que je me laisse tenter et rembarquer ça dans un projet, je dis « Ah ouais, on va l'essayer, ça. » Je me ramasse tout le temps qu'il y a des problèmes. C'est parce que les développeurs, ils ne voient pas le... Quand je dis les développeurs, je m'inclus là-dedans, les effets de barre. Puis ils disent « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Le problème du trigger, là, c'est qu'il n'y a pas de contexte. Il ne sait pas dans quel contexte il agit. Effectivement. Fait que là, quand il agit, lui, soit qu'il faut que tu lui mettes un contexte quelque part pour qu'il se figure qu'est-ce qui est en train de se passer pour avoir de quoi d'intelligent à faire, ou si tu as des effets de barre que tu n'es pas capable de contrôler, puis là, tu trouves des bugs. Ça, puis les valeurs par défaut, là, c'est banni de mes pratiques. Mais il y a beaucoup d'organisations, moi, où quand je rentre comme consultant, c'est comme, bon, il y a des BD avec des triggers, là, tu fais comme, il y en a à peu près de 6 000, là, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis là, à un moment donné, il n'y a même pas de convention de nommage, donc tu sais pas les triggers qui appartiennent à quel projet ou ce qui touche. Il y a juste un paquet de triggers dans la BD, puis c'est quand tu touches pas à ça, ça marche aujourd'hui. Ben oui. T'es plus capable. T'es plus capable de faire évoluer ça. C'est ça. Puis il n'y a personne qui comprend qu'est-ce qui se passe, finalement. La seule bonne utilisation des triggers qu'on fait, c'est pour soit loguer des valeurs, là, mais encore là, ça amène une certaine overhead. Là, quand tu dis, mettons, tu vas loguer des millions de records par... Mettons qu'il y a 1 million de records par jour de mise à jour, ben tu vas loguer des millions de records, ça va s'accumuler de façon complètement ça coûte tellement peu cher aujourd'hui d'avoir un service à côté. Encapsule dans un service, puis tu vas pouvoir gérer le rythme auquel il va s'abéder, tout ça, parce que des fois aussi... tu veux pas non plus avoir un processus qui tue ta BD, mettons un processus d'archivage, des choses comme ça, mais tu le mets à côté. Tu gères là comme un service à côté.
Fait que il y a ça, puis aussi pour faire certaines validations que tu peux faire intertables, là, disons, tu peux pas... Il y a certains types de records qui peuvent rentrer par rapport à une table par an ou, mettons, tu as une facture de tel type avec... Tu peux même mettre un autre certain type d'item, des choses un petit peu plus intertables. Mais là, tes développeurs, ils ont une BD. Mais... à toi, le principe d'un développeur, c'est de faire évoluer le code source et forcément, en même temps, de faire évoluer le schéma de la BD, ou en tout cas le contenu des c'est pas le schéma, c'est le contenu de la BD. Donc, comment vous gérez ça? Mettons l'évolution du schéma. C'est-tu, à tous les fois qu'il y a un nouveau déploiement, on détruit, on reconstruit la BD avec un jeu de données de départ? Ou c'est plutôt, non, on va vraiment avoir avec notre... En plus que compilé, on a toujours des scripts de déploiement. Donc, comment ça se passe sur la pratico-pratique? Typiquement, la BD, c'est juste une des composantes. La première chose qu'on a, c'est un script que quand tu sors tes choses du gestionnaire de source, tu fais « déploie tout ». Donc, lui, il recompile, il redéploie la BD, les serveurs, etc., puis il part les tests unitaires. Donc, ça, c'est fondamental. Déploie tout, c'est quasiment, on détruit, on rebâtit, plutôt que juste d'essayer de modifier un petit peu. Ouais. Puis moi, 99% des organisations où j'arrive, on fait pas ça. Mais c'est manuellement, on vient changer ça, puis après ça, on fait juste déployer un petit bout, puis à un moment donné, tu sais plus ce que là, c'est vraiment ce qui va être la même chose, va être tout à l'heure déployé en production. Toi, l'idée, c'est, regarde, nous, on fonctionne avec des scripts de déploiement, et ce qu'on déploie là, tout à l'heure, c'est sûr qu'en production, on ne pourra peut-être pas détruire la BD, mais on va réappliquer des mêmes recettes. Mais ça, c'est au niveau développement. L'idée, c'est de dire, tu sais que tu pars, que tout est à jour, ta BD est à jour, tes serveurs, puis tu as roulé les tests unitaires, donc tu pars vers... Donc, si ça plante, c'est parce que tu sais qu'il y a un problème. Il y a déjà un problème. Soit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas committé un bout, soit qu'il y a quelque chose dans ton environnement qui ne fonctionne pas. Déjà ça, si tu es vert en partant, tu sais que tu peux partir du développement. Combien de fois les gens qui ne font pas ça, ils ont rentré des données dans des tables utilitaires, et il n'y a personne qui remplit ces tables utilitaires-là. Donc, quand il faut qu'ils remontent, ben là, les tables sont vides et l'application crash bien raide parce qu'elle ne s'entend pas, même qu'il n'y a pas de validation, même que ce serait possible qu'il y ait 0 entrée dans une de ces tables-là. Tu les as perdus, tout simplement. Il y a quelqu'un qui les a rentrés, là, puis il n'y a aucun backup, il n'y a aucune autre copie ailleurs. Puis ce genre de choses-là arrive toujours la journée où tu t'en vas en déploiement, puis c'est important. Donc aussi, là, ce qu'on a aussi, c'est qu'on maintient toujours un jeu. Des fois, on va maintenir une BD, on va dire vide, puis mettons juste les tables de système, là, des données de pilotage que je qualifie de système. Puis d'autres, qu'on va en avoir une avec un jeu de test, on va dire fonctionnel, là, pas unitaire, dans le sens que tu sais que quand on rentre dans l'application, on rentre dans les écrans, on a des écrans qui ont de l'allure, tu sais, qui ont un certain volume de données, pas nécessairement un large volume de données, mais un volume assez intéressant pour se promener dans l'application. Disons un niveau démo. Là. Puis aussi, souvent, on va maintenir on va avoir certains paramètres qui vont permettre de générer des données de volume. C'est pour faire certains tests, voir si ça roule-tu encore rapidement, mettons, quand il y a 1 million de records. La BD vide avec les tables système, ça, c'est tout scripté? Oui. Celle où est-ce que vous avez, par exemple, 200 ou 300 entrées par table dans les tables importantes, c'est-tu aussi des scripts d'insertion? Oui, c'est tout des scripts. Toujours par des scripts d'insertion. Il n'y a pas de... On fait du restore backup. Non, parce que ça, tu es tout le temps pogné à faire le delta, puis là, il faut que tu rajoutes des nouvelles données. Fait que nous, dans le fond, on crée un schéma vide, puis on va le populer avec des données. Il y a un autre effet de base, c'est des fameux restore backup. C'est que souvent, c'est très difficile de dire, je veux pas que tu restores les utilisateurs, parce que tu forces ça au niveau des droits de sécurité. Toi, tu te retrouves toujours à avoir des utilisateurs qui sont dans le système que tu veux pas, ou tu n'as jamais testé vraiment quand tu n'as pas ces utilisateurs-là. Puis quand tu vas arriver en prod, ils ne te permettront pas de pouvoir... Tout ce que tu parles, c'est plus quand on restaure une BD de prod, mettons un UAT, par exemple. Là où est-ce que tu vas faire certains changements. Ça, il y a ce mode-là aussi. Au niveau, quand on déploie, on va avoir un environnement d'UAT qui va être une copie de la prod, ramenant UAT pour... UAT voudrait dire User Acceptance Testing en anglais, mais on pourrait traduire en... Test d'acceptation. Oui, c'est une bonne traduction. Test d'acceptation par les utilisateurs. C'est bon. Fait
là, on n'a pas encore rien codé. Fait qu'on notre environnement est propre. Les tests Donc, sont du côté roulés. développement, c'est toujours des scripts, c'est des scripts pour faire les schémas, des scripts pour créer un BD, des scripts pour insérer les données. Que ce soit une BD de base ou une BD de démo avec plus de données. Ou même si tout à l'heure, tu as besoin de faire des tests de performance avec d'autres, c'est encore des scripts d'insertion pour insérer 10 000, 100 000, 50 000 entrées dans une Puis table. aussi, tu essaies de garder une variété, on va dire, en pourcentage. Là. Mettons, tu dis, normalement, on a 100 000 utilisateurs de tel type, puis 10 000 de l'autre. Tu sais, avoir quelque chose qui, en moyenne, ressemble à la future. Ça, est-ce que vous appuyez sur un outillage autre que juste le bon SQL, puis on programme les scripts, ou, tu sais, il y a des outils... comment ils s'appellent, dont Redgate, qui font des produits qui veulent se faire là. Je sais aussi que TFS, dans leurs produits Visual Studio, la version Premium puis Ultimate, on a ce qu'il faut pour être capable de faire ça, en tout cas pour rendre ça plus simple. On avait regardé ça, puis finalement, on se rendait compte que ça ne générait pas la qualité de données nécessaires. En général, ce qu'ils vont faire, là, quand je dis en général, là, ma connaissance date pas mal, mais à un moment donné, on dit, on l'essaie une fois, deux fois, puis après ça, on dit, bon, on a assez perdu de temps. Là. On sait que... Donc, vous avec programmez des vos scripts. Exactement, ouais. Mais tu sais, en général, c'est pas... Moi, je te dirais que le temps qu'on passe à programmer ça versus se pencher ses problèmes. Puis apprendre comment marche cet outil-là, puis tout passer à côté des... Oui, effectivement. C'est pas si long que ça, là, parce qu'une fois que tu as tous tes scripts qui sont automatisés, ça devient juste des petits deltas. Hein. Est-ce qu'on est dans ton équipe, est-ce que tu as une ou deux personnes qui sont un peu comme tes gens qui maîtrisent plus la partie SQL, ou tu essaies de faire en sorte que tout le monde devienne assez... capable, par exemple, de changer les scripts. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus forts en certaines technologies, il y en a qui sont plus forts techniquement, il y en a qui sont plus forts au niveau conception, etc. C'est sûr que moi, par exemple, je suis meilleur dans le côté base de données, tout ça. Mais moi, j'encourage l'ensemble du monde à faire ce qu'on va faire. Mais typiquement, ce qui se passe aussi, dès qu'il y a des nouveautés dans la base de données, on va toutes les regarder. On va dire, OK, ouais, ça me semble qu'il manque... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas versus les requirements. On s'attend qu'au moins chaque développeur soit capable de lire du SQL, comprendre ce qu'il y a là. Oh. Après ça, c'est peut-être plus quelques développeurs qui vont être plus spécialisés pour créer les nouveaux scripts SQL ou ces choses-là, ou même pas. Moi, je te dirais que non. En général, celui qui est libre prend la tâche et le fait. Il y avait toute une question aussi à un moment donné, là, les ORM, on dit, les développeurs, ils vont avoir de la misère avec les requêtes SQL. Moi, j'en ai jamais vu, là, quelqu'un qui est rentré, qui était pas, mettons un développeur, là, qui n'était pas capable de faire de SQL, etc. J'ai jamais vu ça. D'ailleurs, c'est rare, hein, les développeurs, mais tu sais, dans leur CV, ils mettent toutes sortes, en tout cas, la mode, j'espère que ça va changer, mais la mode, il faut mettre des acronymes, là, tu sais, WCF, tous les acronymes possibles. Puis, bon, l'acronyme SQL revenait forcément souvent, mais jamais l'emphase sur le fait que je sais programmer SQL autant, tu sais, c'est comme je sais programmer C#, ou je sais programmer VB, ou je sais programmer Java. Mais tu sais, le SQL, c'est comme le langage que tout le monde maîtrise, mais que personne semble voir dire « Ah oui, c'est important ». Un peu comme JavaScript il y a quelques années. Tout le monde savait faire du JavaScript, mais personne ne vous disait « Ah, je sais programmer en JavaScript ». Pour faire des petites affaires. C'est pour faire des petites affaires, c'est ça. Donc, SQL, tu as toujours vu un peu comme ça. C'est pour faire des petites affaires, là, pour être capable d'aller faire une requête, aller mettre des données. SQL, ça date. Là. Je ne sais pas exactement quand c'est né, mais on va dire, mettons, l'année 70. Oui. Il y a plusieurs évolutions. Mais le fait que ça date, ça soit encore utilisé, c'est peut-être une démonstration que ça marche. Le modèle relationnel, là, un modèle relationnel, c'est comme un peu, on dirait Excel, c'est une grille. Hein? Fait que le modèle relationnel, il est là pour longtemps. En tout cas, même les gens, mettons, j'écoutais Martin Fowler parler des nouveaux types de bases de données, tout ça, dernièrement, puis il me disait, dans le fond, dans 10 ans, on va en avoir encore du SQL parce que les nouveaux types de bases de données abordent certains problèmes, mais en laissent tomber d'autres. Puis c'est toi qui prends en charge, entre autres, les transactions, toutes ces affaires-là. Il faut que tu prennes charge de ça toi-même, sinon ça tombe. Donc, ça veut dire qu'il faut t'appliquer des patrons comme le Unit of Work. Si tu fais pas ça, tu ne seras pas capable de faire gérer tes transactions. Il y a beaucoup de développeurs qui ne savent même pas c'est quoi une Unit of Work. Donc, les autres, ils ont besoin justement d'avoir un processeur, un engin qui s'occupe de la transaction au niveau du relationnel parce que ça fait pas partie de leur... Fait que, si on veut revenir à ta question, ouais. c'est que dans le fond,
le développeur, il va tout simplement... la première chose qui se fait quand on veut développer, je te dirais on va dire, OK, on va travailler sur telle fonctionnalité. On va probablement faire un certain mock-up d'écran sur le tableau, etc. Mm-hmm. On va dire, OK, on va mettre ça en place, etc. On va dire, OK, il y a une nouvelle table, une nouvelle colonne, etc. En général, ils vont commencer à coder pendant, mettons, 3-4 heures. Puis au bout de... Je dis 3-4, des fois, c'est au bout d'une demi-heure, ils vont dire « ça marche pas ton affaire ». Parce que en le faisant, on dit « ah, mais regardons ça, il y a telle contrainte, il y a tel problème, etc. » C'est beaucoup, c'est très interactif. Fait qu'au niveau du cycle de développement, là, on tombe plus dans un pattern, on va dire normal, etc. Ouais. À la fin, ils vont souvent modéliser, quand je dis souvent, on va systématiquement modéliser dans un outil de modélisation qu'on a. Parce que ça, c'est facile, dans le fond, des tables, des liens, etc. Puis là, on va accoucher de notre nouveau design. On va le mettre en place. On va commencer à populer les données. On va coder les tests unitaires. Des fois, on peut être là 1 semaine, 2 semaines sur une nouvelle fonctionnalité assez complexe. Si c'est trop long, on va essayer de la scinder. On va faire un bout comme ça, puis après ça, on reviendra pour un autre morceau. Fait qu'en général, quand ils ont terminé, les tests unitaires sont faits, le modèle est à jour, les scripts de création des tables de base de données, etc., les scripts de données de test. Est-ce que vous gérez tout ça en gestion de code source? Oui. Oui. Donc, mais on parle, dans le fond, la création des tables, c'est juste un script, qu'il soit généré ou c'est rien d'autre qu'un script, finalement. Ouais. Il va souvent avoir des store procs qui vont arriver avec ça, etc. Fait que ça, c'est comité. En général, là, les autres vont synchroniser puis ils vont avoir ça. On n'aborde pas, il y a beaucoup d'outils, d'outils ou de choses que j'ai lues qui disent « Ah, tu devrais tout de suite coder ton refactoring de base de données pour la prod ». Nous, on n'a pas approché ça comme ça parce qu'on aime mieux être à la fin de l'itération pour dire « Bon, à la fin, on se prend une journée ou deux. » On va souvent se mettre, tous ceux qui ont travaillé sur certaines bases de données, on va regarder ce qui est à faire. Souvent, on a besoin d'input du product owner pour dire, ces données-là sont nouvelles, mets-moi ça au début, ou prends tel bout de données, puis refactore-les, puis amène-les dans la nouvelle table ou quelque chose dans ce style-là. Ça, on attend à la fin. Ça, c'est une autre affaire qui est scriptée. C'est-à-dire, on va scripter la nouvelle BD, on va scripter l'ancienne, on va les comparer. Ça, avec des outils comme Redgate, ou il y en a plein d'autres. Puis ça est gratuit, même de Microsoft, là, qui offre maintenant quand tu fais du SQL. Là. J'oublie le nom. Là, je savais pas. Ouais. Je savais pas que ça existe. Depuis 2012, là, il y a une version... Dans Management Studio? Non, c'est à côté. Tu downloads ça sur le site. C'est l'équipe de SQL qui gère ça. Ça s'appelle Database... l'ancêtre de ce qui était le database development dans Visual Studio, ça a été enlevé de Visual Studio, c'était retourné à l'équipe SQL maintenant qui gère ça. Et c'est gratuit parce que ça ne fonctionne plus qu'avec SQL. Tandis qu'à l'époque, de 2008 à 2010, Microsoft pensait à faire un outil qui fonctionnerait pour toutes les BD. Ils ont approché Oracle, tous ces gros joueurs-là en disant « Voulez-vous vous intégrer dans notre écosystème? Ils ne se sont pas intégrés. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Donc, à un moment donné, Microsoft a dit « Bon, d'abord, si personne ne veut embarquer dans notre chose, on va nous autres tout ramener ça, puis on va se créer notre écosystème. » Puis je pense que Microsoft, on s'entend, SQL a pris beaucoup, beaucoup de place maintenant. Donc, peut-être qu'ils se disaient, on n'a plus besoin de demander aux autres de collaborer avec nous. Nous sommes maintenant le leader. Donc. Moi, je suis un gars, juste pour faire une petite parenthèse, moi, je suis un gars qui est plus né dans les bases de données Oracle. Puis là, dernièrement, je dirais peut-être ces 5 dernières années, on fait du développement sur SQL Server, etc. Je dirais que la base de données est beaucoup plus simple à gérer au niveau SQL Server. Puis il y a des belles capacités. Là. Il y a des choses en moins. Là. PLSQL pour Oracle, là, c'est un beau langage. Là. Transact SQL, ça manque de choses. Mais c'est une question où est-ce que tu mets ton code, etc. Les gens qui font du Oracle, en général, il y a du monde qui veulent mettre tout le code là, tandis que dans le monde SQL, on emmène moins possible en SQL, on va en mettre plus en C# ou ailleurs. Il y a des avantages à chaque approche. Fait que... Pour revenir à ce que... Fait qu'une fois que toutes nos choses sont sauvées, je vais dire comité, parce que sinon je vais tout mélanger. J'utilise le vocabulaire que j'utiliserai chez vous. On a comité, c'est dans le code source. Fait que ça, mettons qu'on arrive proche de la fin de l'itération qu'il faut livrer, là, on va faire le delta de l'ancien et du nouveau, etc. Ça aussi, ça va donner un script que vous allez mettre en gestion de code source. Oui, c'est ça. Puis là, ce qu'on a trouvé comme approche intéressante, c'est qu'on génère l'ancienne BD, on génère la nouvelle. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va
régénérer l'ancienne avec des données de test. On va rouler notre script de delta ou de mise à jour. On va rouler les tests par-dessus. Fait que tout ce qui devait être là se retrouve à être correct et validé par les tests. Fait que ça, c'est dans une autre BD à côté. C'est quand tu dis, c'est-tu comme un backup restart que je fais de ma BD? Parce que là, tu es à la fin du sprint. Donc non, il n'y a pas de backup restart. On est toujours en développement. On n'a rien touché à la OK, tu es toujours en développement. Donc, tu es sur ton environnement de test. Si tu veux, là... c'est parce que tu testes l'évolution de ton schéma de base de données comme ça. Là. Puis c'est la seule... Ben, explique-moi comment tu le fais, parce que je te suivais pas. Je sais que c'est pas facile, parce que même les développeurs chez nous, ils sont un peu mélangés. Mettons, tu dis, j'ai une BD A, OK? Mais je vais la créer en mode... On a une BDA, puis on sait qu'on va aller vers une BD A+. Exactement, OK. Fait que là, on crée la BDA. On a nos scripts de l'ancienne version. Fait qu'on crée notre BDA. On va tout loader les structures, les tables, les index. Moi, ce que j'appelle les objets de données, le data object, on va dire que c'est les tables et les index. Ça a comme... Normalement, ça a de la mémoire. On va populer ça avec les données de l'ancienne version A, qui, eux aussi, ont été créés quand on a créé la version A. OK. Puis là, quand on va appliquer les modifications pour se rendre à A+, la conversion. Le delta. La conversion, le delta, exactement. Puis là, on va rouler nos tests automatisés sur cette nouvelle... Pour voir si ça marche. Si ça marche encore. Fait que là, on vient de recycler tous nos tests automatiques. Tu viens de confirmer que ton test d'évolution conversion de A vers A+, qui marche. C'est ça, exactement. Exactement. OK, je comprends. Puis de façon automatisée. De façon automatisée. C'est ça la beauté, là. C'est ça la beauté. Parce que sinon, j'ai vu... Bon, tu t'expliques le principe. Il y a beaucoup d'entreprises ou de compagnies qui le font, mais de façon manuelle. Ouais. C'est pas réellement testable, puis c'est difficile à reproduire, tandis que tu es arrivé avec une façon d'y arriver automatisée. Puis, en fait, ce que j'ai compris là, en faisant ça, moi, c'est sûr que je cherchais à automatiser le processus parce que j'aime pas ça quand on est obligé de faire des choses à bras parce qu'on oublie. Puis à la fin, quand il vient le temps de la livrer, dans le livre de Ken Beck, il disait plus là, la pression vient vers la fin. Là, à un moment donné, tu oublies des choses. C'est pas le temps d'oublier, tu approches de la fin. Ouais. C'est pire. Fait que si tu mécanises au maximum, ta vélocité, typiquement, elle va être constante. Elle ne tombera pas à la fin de ton cycle qui est au début. Si tu vois, souvent, ta vélocité va plus être comme pris par la complexité des choses que tu fais. Puis pas de la complexité accidentelle, là, de la complexité réelle. Okay. Fait que là, quand tu arrives à la fin du cycle, tu dis, OK, je pogne mon ancienne base de données, j'applique ça. Mais ça, le problème, c'est que les gens, le logiciel, c'est facile. Il y a pas de... Tu dis pas, je prends l'ancien puis je fais le delta par rapport au nouveau. C'est toujours du maintenant. Fait que les bases de données, à cause qu'ils ont de la mémoire ou des états, là, les Anglais appellent ça du state. Tu es obligé de le faire avancer par coup de delta, par conversion. Mais cette notion-là, c'est ce que je trouve dans la plupart des cycles de développement. C'est pas très populaire. Il y en a qui en parlent, mais c'est pas... Donc, ça veut dire que dans ton gestionnaire de code source, pour chaque itération, tu as toujours la version pour créer tout le script, pour créer une BD neuve, puis tu as toujours vers la fin de ton sprint, ton fameux script delta que tu fais, que tu testes, comme tu nous as expliqué, en reproduisant de A en allant vers A+. Puis ça, tu retrouves ça parce que tu as besoin d'avoir des scripts de création, parce que là tu étais dans A, tu as créé A+. On va appeler maintenant A+, devenant maintenant notre version B, parce qu'on est dans l'autre itération. Dans l'autre itération aussi, je vais créer mes scripts d'évolution. Exactement. À un moment donné, je vais voir faire aussi mon script delta, et je vais voir tester. Donc là, je vais voir refaire le B, mais à partir des scripts de création, pas des scripts... tu sais, quand on fait, la première fois qu'on fait le B, on ne prend jamais le delta précédent. On ne veut pas réappliquer des deltas. Ça serait l'enfer. Bien, ça, il y a des pratiques qui parlent de ça. Là, je pense que c'est gérable jusqu'à un certain point. Je vais avoir toujours des petits deltas. D'ailleurs, l'exemple type, là, mais ça ne part jamais de même un projet, parce que la première fois. Mais ils disent que tu devrais partir comme ça avec une BD vide. Ouais. Ça devrait être ça ta première. Puis après ça, tu appliques des deltas. Ta version précédente, appelons-la A-, ça devrait être la BD vide. Là, tous tes scripts que tu crées, dans le fond, ça va populer ça. Tu n'as rien là-dedans. Il n'y a pas de conversion, mais ta conversion, c'est toutes tes tables que tu ajoutes. Il n'y a pas de données à convertir, mais encore là, c'est tes index, etc. C'est ça ton temps 0 au temps 1. Après ça, une fois que tu es au temps 1 pour aller au temps 2, mais tu pars de 1 puis tu vas vers 2.
c'est un processus qui n'est pas tout à fait intuitif parce que dans le logiciel, quand on gère des versions, jamais on va dire, ben là, on va faire le delta de la précédente parce que ton code, c'est ton code que tu vas livrer. Tu n'es pas en train de transformer quelque chose qui est extérieur à ton code. C'est juste ton code. Puis là, tu arrives avec des problématiques aussi quand un produit qui est utilisé dans le champ, là, en entreprise, un peu partout, avec plusieurs clients. Ben là, si tu as des clients qui sont à version 1.0, d'autres 1.1, 1.2, 1.3, puis ils font des updates, ben comment tu réussis à mettre à jour tout ce monde-là? Ben, mettons dans les produits là, que tu distribues, que tu envoies chez différentes personnes, mettons que tu pars, mettons qu'il y a des clients qui partent de la version 1 à la version 6 de ton produit. Ça, il y a un truc pour ça, c'est que tu peux mettre tes scripts de Delta à même ta livraison. Quand ton application part, elle va regarder, tu mets ça dans la base de données, tu t'inscris ça quelque part. Là. Tu dis, ça c'est version 3, fait que je vais y appliquer 4, 5, 6. Ouais. Fait que t'es rendu on devrait toujours avoir un champ quelque part dans une BD pour la versionner. Ouais, quelque chose qui te permet de l'identifier. Nous, on utilise une vue. C'est une vue qui a un numéro dessus, puis on le met dans la base de données. Autrement dit, il n'y a pas de table qui utilise ça. On interroge cette vue-là, puis on y va par ce delta-là. Mais tu sais, ça dépend comment tu peux contrôler ton cycle de livraison. Nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on sait, quand on s'en va en prod, mettons, on sait. Dans le cas du 9.1, ils ont plus un cycle, mettons, long. Fait que, parce qu'eux, là, ils revérifient. On va leur dire que c'est tout bon. Là. Oublie ça. Là, il faut tout qu'ils revérifient. Parce que pour eux, ben, s'il y a un problème, s'il y a un problème, disons que ça apparaît dans le téléjournal le soir. En fait, il y a danger. Il y a Vidom en danger. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ça apparaît dans le journal parce que il y a quelqu'un qui est en train de mourir, on n'a jamais été cherché parce que... Tout est revérifié. Il y a une équipe au complet là, qui va se pencher à écrire des codes tests, puis ils vont tout essayer. On peut juste voir ces derniers temps les problèmes que la Société de transport de Montréal a eu avec leur évolution de leur console applicative. Là, puis, ça prend pas grand-chose pour que la perception des gens dise « Ah, c'est plus fiable. Tu sais, la nature humaine entre j'ai confiance en quelque chose, j'ai plus confiance, c'est une fine ligne. Une fine ligne. Fine ligne. En tout cas. Mais c'est pas surprenant. Par exemple, le métro de Montréal, là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas surprenant, mais c'est des logiciels assez complexes. Ouais. Les gens, ils pensent que le logiciel, c'est simple. C'est rien. Là, mais il y a un aéroport qui ont retardé genre d'1 an parce que le système de convoyage... Le bagage, je pense. C'est pas Chicago. Là, mais en tout cas, pas bien. C'était trop complexe. C'est 1 milliard qui ont perdu là, en revenus, etc. Puis, en tout cas, quand c'est des vies en jeu, on ne faut pas niaiser avec ça. Là, on a parlé principalement de développeurs vers leur environnement à eux. Donc, dans le cycle, on sait, par exemple, on a du staging, c'est-à-dire qu'on va passer des environnements de développeurs vers des environnements, justement, de UAT, l'acceptance par des tests d'acceptation, et pour aller jusqu'à la production. Dans ton cycle de développement, j'imagine qu'il y a... en plus, c'est ton delta que tu vas toujours utiliser pour faire les migrations parce que là, tu détruis tes données? Ben, dans le fond, une fois que nous, on a migré la version, appelons-le A à A+, tu as prouvé que tu peux faire une migration. Ils ramènent la base de données de production. Ils vont la restaurer en UAT. Ils vont appliquer ces scripts-là. De la même façon qu'on l'a fait tous les jours ou toutes les... tous les jours avec ton environnement de test. Ça a été roulé sans arrêt. Fait que c'est la preuve. Quand ça arrive à la fin, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été pensé. Tous ces déploiements-là, est-ce qu'ils sont intégrés avec ton intégration continue? Parce que là, recréer ça, ou c'est plus, non, on le fait une fois la nuit, puis on sait que ça marche au moins une fois par jour, puis mon intégration continue, c'est un autre script à côté qui est plus juste pour vérifier que mon code compile ou... Comment tu gères le fait qu'il y a quand même un coût de performance à ça? Là? Ben, en général, mettons, déployer l'ensemble des composantes, tout ça, c'est pas très long. Là, c'est, mettons, 3-4 minutes. Là, donc, tu peux vraiment l'attacher à ton intégration continue? Oui. Ben, en fait, on n'a même pas d'intégration continue parce que les jeunes, nous autres, vu qu'on n'est pas gros, là, ça nous permet d'être... tu sais, les gens sont disciplinés là, dans le sens que avant de commuter, ils vont tout simplement rouler tous les tests puis ils vont regarder. De toute façon, ça se fait pas comme... avant de commuter quoi que ce soit, il y a des gens qui vont comme revérifier, ils font du pair programming, tout ça.
Fait que il y a une grosse discipline avant que le commit soit fait. C'est exactement, là, tu sais. Il n'y a pas d'histoire que... C'est intéressant ce que tu racontes parce que... Mais juste pour revenir pour les serveurs d'intégration, c'est une pratique que probablement si j'avais des gens qui soient distribués, etc., que je commencerais à faire. Mais dans notre cas, c'est pas nécessaire. Tu sais, je vais pas chercher des technologies dont j'ai pas de besoin alors que les gens sont suffisamment disciplinés. La maturité de l'équipe. Exactement. On parle souvent de maturité. Parce que c'est ça, souvent, il y a beaucoup d'équipes qui se rendaient compte que c'est pas lorsque je fais l'intégration que je veux découvrir que j'ai des problèmes. Parce que quand l'équipe est vraiment très peu mature, tu veux même, Microsoft ont fait ce qu'ils appellent les autres le gated check-in, c'est-à-dire que avant même de pouvoir committer, il va rouler les tests, il va dire ça passe pas, donc je te laisse même pas le rentrer sur en gestion de code source parce que tu as un problème toi-même au niveau du développement. Puis, ça n'en montre. En tout cas, le fait que ces fonctionnalités-là sont apparues dans les produits assez rapidement, là, depuis 2010, qu'il y a ça du côté de l'outillage Microsoft, ça montre le niveau de maturité des organisations. On est même, tu sais, on dit, toi, tu dis, mon équipe est assez autonome qu'elle va faire son pair, puis elle va faire correctement. Mais l'industrie, même aujourd'hui, c'est pas mon équipe. Mon développeur, il est pas assez autonome, même pour faire lui-même correctement ses tests à lui avant de faire. Donc, on a du chemin à faire. C'est-à-dire que... Tu dis ça, mais encore là, il faut faire bien attention. T'as un gros sourire, là. Tu dis, ouais, Mario, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'est parce que je suis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais il n'y a rien qui empêche un développeur d'enlever le bout de test la cert qui marche pas, là. Ouais. C'est pas correct, là, mais des fois, il peut être tellement... Tu sais, si quelqu'un te met trop de pression, il va faire des commentaires. Puis là, je comprends pas ce qui se passe, puis là, il faut que je livre, sinon, mon évaluation va en payer le prix. On met en commentaire. Ouais, il a l'air trop compliqué ce test-là. Je vais le dropper. Là. Fait que, tu sais, puis en même temps, tu pourrais dire le test a été exécuté, mais le nombre d'assurés. C'est un travail de design et d'ingénierie. Je suis d'accord avec toi que la solution à tous les fois on veut s'appuyer sur l'outillage pour faire une forme de police dans une équipe. Il y a tout le temps du monde qui vont contourner. C'est parce que c'est pas ça la bonne pratique. La bonne façon, c'est, coudonc, parlez-vous, mettant en place des niveaux de confiance, puis de travailler en équipe, puis lâcher. C'est ça que l'agilité disait. C'est pas l'outil qui va être la règle, ça va être les individus. Il faut que tu répondes aussi aux peurs des gens. Dans le sens où, tu sais, s'il y a quelqu'un qui n'est pas capable, puis il n'ose pas te le dire, qui se cache, etc., ben, tu sais, faut que tu... Moi, j'essaie de mettre le moins de pression possible en termes de temps, là, dans le sens que souvent, les développeurs, je ne leur donne pas nécessairement combien de temps ils ont pour faire une tâche. Je les laisse libres, je sais à peu près combien ça va prendre de temps. Mais de cette façon-là, ils vont dire « Ah, ben ça, c'est pas bien fait » ou « Il y a tel refactoring qu'on va comme le parker parce qu'on sait qu'on a comme accumulé trop de... » En anglais, ils disent « cruft », là, en français, je sais pas comment appeler ça. Traduire ça. La cochonnerie. Ouais. Tu sais, on a accumulé trop de mauvaises pratiques. Puis de toute façon, à chaque fois que je fais un projet, moi, de mois en mois, je regarde ce que j'ai fait. Je dis, ça pourrait être bien mieux comme ça, etc. Ben ouais. Des fois, on se trouve des fenêtres d'opportunité, il y a moins de travail. Fait que là, on va refactorer, mettons, tout ce qui touche dans le code .NET, je sais pas, vers la BD, etc. Fait que c'est tout des... Mais il faut que les gens se sentent capables de dire, ben il y a tel problème. Dire oui, OK, on sait, on le gère de cette façon-là, mais par après ça, y revenir. Le mot que tu as dit, il faut qu'ils se sentent capables, il faut que ça soit permis de faire ça dans l'organisation, de dire, ben oui, il y a de la dette technique dans notre code. Oh, oui. Parce que combien qu'il y a de gestionnaires qui pensent que c'est programmé, donc c'est parfait. Je dis, oui, ça marche pas, ça. Là. Tu vas revenir là-dessus là, des centaines de fois. C'est pas parfait, ça n'existe pas, la perfection, mais... Mais tu sais, dans les bases de données, c'est la même affaire. Il y a tu vas aborder tu vas structurer l'information d'une certaine façon, mais là, tu vas dire, ah, mais là, il me semble que la structurer autrement, souvent, tu verras pas tu vas avoir un paquet de colonnes qui vont représenter un paquet d'informations, mais en fait, dernièrement, j'ai eu un refactoring à faire. Il y avait une table, mais ça en prenait 7. Là. Mais tout était comme jammé dans la même. Fait que là, on pouvait rentrer toutes sortes de données d'une certaine façon, puis ça, mais c'est parce qu'au fil du temps, c'est un manque de connaissances, on le gérait d'une certaine façon, mais il fallait revenir, là, parce que c'était trop difficile de fonctionner dans ce coin-là, de productivité baissée, en fait. Donc là, on vient de brosser le portrait du cycle. La partie qui reste peut-être à expliquer, pour en tout cas parler d'agilité et BD, c'est
l'évolution qu'on veut faire à notre BD, souvent, ça va demander un refactoring, en tout cas, ça va demander de repenser. Puis, tu sais, les gens vont dire, mais c'est simple, c'est soit que tu ajoutes, soit que tu supprimes, ou soit que tu édites ou que tu modifies quelque chose d'existant. Oui, quand on a dit ça, on a peut-être tout dit, mais on n'a rien dit. C'est-à-dire... Toi, dans le fond, tu parles l'interaction dans ton code versus la base de données. Ouais. Mm-hmm. Ben, je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant à dire à ce niveau-là. Oui, très. Moi, je pense qu'il y a une certaine problématique. Donc, effectivement, dans beaucoup même dans le logiciel, quand on veut montrer que quelque chose marche vite, on va faire en anglais, ils appellent ça CRUD. Create, Read, Update, Delete. Create, Read, Update, Delete. Tu vas faire un écran qui va te dire, je vais t'afficher les records, tu peux les modifier, les sauver, les déliter, les mettre à jour. C'est comme, je t'ai fait une démo en 5 minutes, tu dis, ben là, on a 14 écrans, 14 fois 5 minutes, on va avoir fini le système bientôt. Ouais. Mais la base de données, vu que c'est souvent un point d'intégration entre différentes composantes. Des fois, tu as du web, tu as du UI, tu as des batch process, etc. Il faut aussi aborder le côté synchronisation des traitements au niveau de la base de données. Parce que souvent, il y a des job batch qui vont passer, qui vont comme modifier les données de façon... Les job batch, souvent, c'est des jobs qui roulent de nuit. Oui, de nuit ou de jour, ou qui vont monitorer tes données, ou qui vont identifier certaines situations qu'il faut qu'ils soient comme mis à jour, etc. Mm-hmm. Puis ça, ben souvent, quand c'est cruddy, le monde, ils comprennent pas. Mettons, si tu veux, donner un bonus à tous tes clients dans le facture, ou réduire le prix d'un item dans toutes les factures. Ben, il faut d'abord que tu ailles chercher, il faut que tu fasses un Select for Update ou un update sur l'entité facture avant de jouer dans les items. Mm-hmm. Parce que si toi, tu joues dans les items pendant qu'il y a d'autres processus qui ajoutent des items dans ta facture, puis là, il faut que tu maintiennes la balance, etc. Mettons que tu as mis ça. Ben là, tu vas avoir des données qui vont être invalides ou qui vont être inconsistantes. C'est drôle parce que quand on programme, mettons des listes, tout le monde sait, que faut d'abord que tu pognes l'objet liste pour aller en ajouter un item à la fin ou en supprimer un. Dans la base de données, c'est pareil. Mais les gens font pas ce processus-là. L'autre truc que j'ai vu aussi, c'est d'exposer les tables comme entité que tu peux mettre à jour carrément. Mais mettons, tu as des programmes externes, tu te dis, c'est pas grave, je vais te donner accès à toutes mes tables en mode CRUD. Mais les autres, ils se synchroniseront pas avec tous tes traitements, etc. Ça crée tout des effets de barre que tu comprends même pas pourquoi ça arrive, là. Ouais. Parce que ces systèmes-là, ils arrivent n'importe quand, les autres changent tes données. Ben, en fait, souvent en développement, tu es chanceux parce que... Tu les vois pas. Il n'y a pas plein de monde qui se mettent à jour en même temps. Tout le côté gestion de la concurrence, les gens font souvent abstraction de ça parce que, ils ont le BD, ils sont pas en c'est aussi difficile à penser, là. Mais l'autre, il va se mettre un petit peu avant moi je vais me mettre un petit peu... Il faut que tu penses à ces affaires-là pour synchroniser le traitement de l'ensemble de ceux qui accèdent à la base de données, là. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut regarder aussi au niveau conception, là. Ça se fait pas. Il n'y a pas d'outils automatisés qui règlent ça. Puis, je regarde aussi au niveau JavaScript, ils parlent aussi, ils ont une seule boucle de... Donc, il n'y a pas 2 événements ensemble. Par exemple, quand tu fais une action en JavaScript, ça bloque le UI. Mais il y a quand même... Ils essaient de régler le problème, mais base de données, c'est pas ça le but. C'est d'avoir plusieurs programmes qui vont chercher les données au même endroit. Fait qu'à ce moment-là, ces trucs-là ne fonctionnent pas. Faut quand même puis là, d'où l'importance de bien discerner la différence entre en tout cas, quand tu fais des traitements de lecture. Mm-hmm. Absolument, moi, ils me font pas peur, ça, là, ce que tu lis. C'est souvent, c'est quoi, 90-95% du logiciel? Ça dépend du nombre d'enregistrements. Si tu tombes dans les millions, là... T'as un bon point, Guy, mais... C'est l'écart d'1 million d'enregistrements dans une boucle, là. Je peux pas croire pourquoi quelqu'un aurait cherché 1 million d'enregistrements d'un coup, mais je sais que ça peut exister. Mais je suis pas capable de croire quel est le domaine de métier qui justifie ça. Mais mon point, c'était juste de dire, moi, ce qui me fait toujours peur, c'est quand je modifie mes données. Tu sais, quand on fait une création ou une modification,
c'est là que c'est ce bout de code-là qui est toujours celui que tu dois t'assurer de te poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer avec mes concurrents, ces choses-là. C'est un peu ça que tu essaies de raconter. Exactement, oui. Ben, c'est sûr qu'il y a moyen d'assurer ça d'une certaine... Il y en a qui créent des store procedures. J'ai vu le pattern aussi. Ouais. Là, donc, il y en a, c'est la store proc. proc. Une store proc pour chacune des actions versus... Ça, je trouve que ça sert à rien là, parce que c'est pas pour ça que tu vas faire une store proc. Tu vas faire ça pour soit isoler un certain traitement, je sais pas, créer une facture ou il faut que tu sois un peu plus haut niveau. Là. Mm-hmm. Tu peux faire ça dans le code aussi. C'est pas nécessairement que c'est dans la base de données ou dans une store proc qu'il faut que tu fasses ça, mais il faut quand même que tu penses qu'il y a de la concurrence versus d'autres. Ce qui revient qu'une store proc, souvent, elle va s'exprimer souvent en termes du domaine métier. Mm-hmm. Créer une facture. Mm-hmm. Tu sais, ça sera pas ajouter une ligne. Ça, quand on fait ce genre de choses. Ajouter un item. Ajouter un item, ce qui est quand même... T'as raison, là, c'est qu'on fait juste rajouter une couche de glaçage par-dessus, mais qui amène aucune valeur. Un beau livre que je trouve qui parle de ça, qui m'a beaucoup influencé bizarrement, là, c'est Domain Driven Design de Eric Evans, je pense. Mm-hmm. Ah ouais. Il parle du concept d'agrégat. C'est que tu peux pas penser... Avant, il y a eu beaucoup de mentions de l'orienté objet. Mettons qu'on traduit là, une table, un objet. Là, mettons. Ouais, on peut faire cette petite règle-là. Cette petite règle-là, mais en fait, quand il faut que tu penses à tes traitements, même versus la base de données, c'est qu'il faut que tu y penses aussi en termes de c'est quoi l'ensemble, mettons, quel objet chapeaute un paquet d'autres, puis il faut que tu les traites comme un tout. Ben, la facture, là, je prends ça comme exemple, là, mais tout le monde sait l'idée de facture, puis des lignes de facture, puis ces choses-là. C'est des produits, c'est classique, malgré que moi, je ne deal jamais avec ça, mais tout le monde la comprend. Puis dans le livre d'Eric Evans, il y a du SQL. Là, fait que c'est quand même... mais dans certaines pratiques, là, au niveau du cycle de développement que je n'ai pas couvert, que j'avais pris sur mes notes ici, tout ce qui est... de définir les contraintes de base de données aussi. Oui. Toutes les PK, les AK, les alternate keys, les donc, FK, les PK, c'est nos clés primaires. Clés primaires, souvent, qui sont des ID anonymes. Là. Ça, c'est une des meilleures pratiques, là, malgré que... Est-ce que toi, tu es de l'école que tu veux que la base de données crée les ID, ou il y a du monde qui dit non, la base de données, là, c'est pas elle qui crée ça, c'est mon code, il crée avec des GUID, par exemple, puis je stocke... Moi, j'ai pas de préférence pour ça. C'est pas ça qui est important. Quand il y a une clé. Non, les GUID, souvent, j'ai pensé à ça quand on a des BD distribués, etc. C'est plus pratique. Là. Mais là, quand tu as des BD distribués, tu as un autre problème, c'est que les AK, il y a de la collision. Fait qu'il faut que tu reviennes un peu dans le domaine du... Donc, les AK, c'est les clés alternatives. Ouais. Donc, comment on pourrait vite dire c'est quoi la différence entre une clé primaire et une clé alternative? Ben, ça peut utiliser... Les deux peuvent être... clé primaire, quelque part. Clé primaire, là. C'est une façon... Moi, comment on l'utilise? Une PK, souvent, ça va être un ID anonyme, puis la AK, ça va être quelque chose par lequel on reconnaissable du point de vue là, d'un humain. Par exemple, un numéro de facture. C'est quelque chose qui vient, parle par rapport au nouveau métier. Qui vient moi, je dis business, mais au nouveau métier. Ouais. C'est bon. Tu sais que moi, je disais beaucoup business ou en tout cas affaires. Ouais. Tu sais, les traitements affaires. Puis nos amis européens qui nous écoutent, ils parlent beaucoup, eux autres, de processus métier. Puis à un moment donné, le mot métier, il est rendu dans mon vocabulaire maintenant. Faut croire qu'on se laisse influencer. Ben oui. Il y a assez le contexte anglo-saxon qui nous influence. Combien de fois on cherche nos mots en français parce qu'on sait juste comment les dire en anglais. Je parle beaucoup en anglais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens de Toronto, Ottawa, même des anglophones. Il y a d'autres choses aussi, les clés étrangères. D'autres choses qu'on définit, c'est des ensembles de valeurs, des checks sur les colonnes, là, pour s'assurer que si on a 3-4 types de données, qu'on n'en a pas un cinquième qui vient s'insérer sans qu'on le sache, par exemple. Quand tu dis, mettons, tu as une table dans laquelle tu as 4 valeurs permises, un peu une forme d'énumération. Oui, exactement. Tu dis, on va faire des tests, juste s'assurer qu'il y a toujours juste ces 4 données-là, qu'il n'y en ait pas une cinquième. Ouais. Ça, c'est important souvent quand les programmes font des mises à jour, ils vont se retrouver peut-être à rentrer des données. Souvent, on voit en uppercase, lowercase. C'est pour avoir des valeurs qui sont connues. Tu as mis le bon mot, c'est les énumérations. Aussi, ce qu'on définit souvent, c'est on va dire, mettons qu'il y a un type. L'exemple type, c'est que... Juste à ces énumérations,
moi, une première chose que je faisais quand on demande une BD, tout ça, je regardais justement les fameuses tables utilitaires, qui sont souvent des tables d'énumération. Puis là, quand tu regardes là-dedans, tu vois tous des doublons avec des uppercase ou puis là, tu vois en bas, des affaires qui traînent comme une dizaine d'entrées qui sont comme tout croche. Déjà, ça t'en dit tellement beaucoup sur... OK, on a du chemin à faire ici, ou bien... puis là, des fois, t'arrives, là, tu vois, tout est clean, tu fais comme, OK, ils ont l'air d'être en contrôle. Mon petit aparté, je te laisse revenir sur ce que tu viens de dire. Ben, tu sais, l'autre aussi, c'est de dire... moi, je dirais que quand il y a des colonnes nulles, souvent, ils sont nuls pour une certaine raison. Tu vas dire, mettons, tu vas storer... mettons, un participant qui est une personne, puis l'autre, c'est une compagnie. Mettons, tu vas avoir un nom de compagnie, puis là, tu vas avoir un type de participant qui va dire compagnie ou personne. Puis là, selon le type de participant, tu vas dire, je vais avoir un nom, prénom, puis si c'est une compagnie, je vais avoir un nom de compagnie. Là, tu peux te retrouver, disons qu'ils sont mutuellement exclusifs, là, parce qu'on pourrait rentrer dans d'autres cas. Ben, souvent, on va faire des contraintes qui vont dire, quand il y a tel type, il faut qu'il y ait tel autre kit de données, de façon à ce que quand les données rentrent, et surtout quand ils sont lus, qu'ils ressortent de la bonne façon. C'est-à-dire que tout ce que, comme tu dis, être en contrôle de ce qui rentre, puis surtout quand c'est lu par après, que tu ne vas pas te retrouver parce que tu fais un where sur un type qui a mal été mettons, tu te dis, ça, c'est le type compagnie, il a été rentré en uppercase, lowercase, ou l'autre, il a oublié le i dans le mot compagnie, etc. Ouais. Ça, c'est... Donc, toi, ce que tu dis, c'est les contraintes utilisées là, ça existe dans le langage SQL, c'est pas là pour rien, là. On avait une discussion un peu au début sur les triggers, est-ce qu'on aime ça ou non? Souvent, c'est pas parce que quelque chose existe dans une plateforme qu'il faut forcément l'utiliser, mais les contraintes, c'est une belle capacité qu'on a. Dans le livre de Scott Ambler, puis Pramod Sadalage, il en parle de ça. J'étais surpris parce que j'ai pas vu ça souvent là, dans les... Mais nous, on fait ça, on a une espèce de tableau, là, j'appelle ça le tableau de la vérité, où est-ce qu'on dit, voici les types, puis voici ce qui doit accompagner. Ça doit être non nul quand c'est de tel type, etc. On fait vraiment un tableau là, dans Excel qui dit, voici ce que ça doit être. Donc, si tu peux l'implémenter dans les contraintes, tu n'as pas besoin d'écrire de test. La BD va le faire pour toi. Oui. Mais ça, il y en a qui disent que tu devrais tester tes contraintes. J'ai déjà été jusqu'à tester les contraintes parce que des fois, la business était tellement complexe qu'on ne savait plus si la contrainte identifierait le problème. Là. En général, si ça suit le tableau, mais je te dirais que la plupart du temps, c'est que ton code à la longue va comme finir par te dire si tu en manques ou pas, là, surtout tes tests, etc. Mais en général, c'est quelque chose d'assez facile de traduire ce qui est dans un tableau versus dans une contrainte. Là, ça se voit assez facilement. T'en parles, ça. Ce que je me rends compte de ce que tu nous racontes, c'est que l'agilité dans ce cas ici, c'est beaucoup plus de s'assurer qu'on a toujours du code qu'on peut faire évoluer et maintenir. C'est moins lié au fait que est-ce que j'utilise Scrum ou est-ce que j'utilise Extreme Programming ou j'utilise un autre processus. C'est pas pas forcément associé au processus agile de développement. Ces pratiques-là que tu nous parles, ils pourraient être utilisées dans un monde waterfall très classique. Ce n'est le fait que leur cycle de développement ne serait pas sur 2 semaines ou 3 semaines, mais sur 6 mois ou 1 an. Donc là, ça veut dire que ça serait ardu quand on arriverait à faire le script de migration du delta. C'est ça qui est c'est ça le point, c'est que l'agilité nous permet d'avoir des deltas plus facilement compréhensibles pour les êtres humains à ce niveau-là. Tu sais, dans le fond, l'agilité, ça vient quasiment aider ton développement de base de données parce que, justement, en fait, ce que l'agilité te permet, c'est de te confronter à la réalité constamment. Rapidement. Assez rapidement, tu sais. Dans des cycles plus longs, c'est que tu fabules toutes sortes de problèmes que tu n'auras pas puis que tu te ramasses. Mais tu sais, faire c'est des pratiques de plus, je vais appeler ça de plus bas niveau, qui font en sorte que ce que tu veux faire, c'est ça qui va se ramasser dans la base de données. Puis quand ça va ressortir sous le bon format. Mais l'agilité... Est-ce que c'est... Moi, je me suis inspiré de ça pour... Dans le fond, j'ai développé ces trucs-là pour que les bases de données puissent rentrer puis faire de l'agilité comme le reste, comme du code, etc. C'est des pratiques que j'ai développées au fil du temps. Ce que j'entends de toi, c'est que tu te reposes sur la base. Maîtrise ton langage SQL, aie de la rigueur dans ta façon de faire. C'est-à-dire, tu sais, puis comme tu disais... on peut pas la forcer par un outil parce que si la personne veut pas de rigueur, elle va mettre juste un commentaire, elle va dire, regarde, j'ai pas le temps, tout ça. Puis absolument, c'est pas par malveillance que les gens ont pas de rigueur, c'est parce qu'on leur met de la pression indûment. Faut que ça sorte pour demain, puis là, il dit, bon, s'il faut pour demain, je vais couper le coin rond. Ça, c'est le gestionnaire qui va dire, c'est pas grave. Là. Ouais.
Puis, le plan ne nous permet pas. Ouais. Mais je te dirais, la grosse force aussi, c'est de mécaniser le plus possible. c'est ça, automatisé. Parce qu'à chaque fois que tu fais des choses manuelles, tu perds ta concentration versus le problème que tu es en train de résoudre. Que tu fasses 3-4 étapes à bras, là, déjà, là, c'est quoi je faisais, là, t'es pas concentré sur ce que tu as à faire. Donc, ton engin de build est fondamental. Je sais que toi, tu fais plus de développement du côté Java, je crois. Oui. Donc là, vous êtes plus avec comme Maven, des produits comme ça. Maven, puis Ant, puis ces choses-là. Puis mais je te dirais que on fait beaucoup de SQL Server aussi. Ouais. Mais ça, c'est plus BI. Pour le 9.1, c'est plus Oracle, Maven, Java. Pour d'autres clients, c'est du .NET. On a des grosses bases de données. Je ne sais pas si je peux dire que c'est gros. Mettons 1 terabyte là, en SQL Server. Ben, ça, c'est plus gros que les bases de données. Quelques centaines de millions de records. Là. Je ne sais pas, je n'ai pas checké ce matin, là, mais on avait quelques tables à 500 millions de records. C'est raisonnable. Ouais. Mais j'étais surpris, moi, ce base de données, qui pouvait quand même accommoder ça aussi facilement. Puis c'est une BD très facile à gérer aussi. Ouais. Oracle, c'est compliqué. Là. Ouais. Je suis DBA, Oracle, mais malheureusement, je trouve que c'est trop compliqué. C'est toujours été la proposition de valeur de Microsoft, de dire on va vous donner un niveau de performance quand même assez adéquat là, quand tu travailles terabyte, puis ça va être quand même assez simple. Parce qu'au début, c'était ça, le monde disait, ouais, mais si c'était un jouet, c'est pas comme Oracle. 2012, je pense que SQL Server 2012, là, on a un projet qui s'en vient justement pour faire des statistiques du BI, puis ça a l'air bien intéressant côté robustesse, là, surtout au côté fallback, active, puis des clusters, tout ça. J'ai pas regardé à fond, mais il y avait l'air d'avoir du bon matériel dans ce Beaucoup d'avancement en 2012 là-dessus. ouais? Ben, écoute, c'est le train, ce que j'appelle le train Microsoft. Ils avancent, puis ils ont des capacités, des ressources, le monde, l'argent, donc, puis ils sont quand même à l'écoute de leurs clients, c'est leur grande force. Ce qui ne veut pas dire que les compétiteurs, les Oracle de ce monde aussi, ils avancent, ils continuent. Hein. Oui, mais ils ont toutes le recette pour le succès. Hein. Force et faiblesse. Écoute, Marc, on te remercie. Il y a une question que je t'ai pas demandé en début, mais peut-être que je vais te la poser si tu brûles pour point, tu as un point. Tu as parlé de livres qui seraient intéressants à lire. On a donné quelques podcasts, mais peut-être, est-ce qu'un podcast ou quelque chose que tu dis, les gens, je les inviterais à aller consulter ça. Ça n'a peut-être rien à voir avec le domaine de l'émission d'aujourd'hui. Pour les bases de données ou... N'importe quoi. Dans ta vie d'informaticien... tu me l'as demandé au début. Ouais, sur les podcasts. Minutes. Oui, donc c'est les podcasts finalement de toi. Pardon? C'est les podcasts qui est vraiment la clé pour ton apprentissage continu. Ben, c'est une façon de se tenir informé sur toutes les... je lis aussi. Je consulte beaucoup sur YouTube, des présentations, etc. Ouais. Mais je sais que ta question finale, c'est en général, là, c'est les lectures, etc. Ben, il y a les livres de Database Refactoring. Il y a aussi un que tu m'as envoyé dont je me souviens plus le nom. OK. Max. je vais mettre le lien. Ouais. Lui, c'était intéressant. Il y a aussi un article de Martin Fowler sur Evolutionary Database. Ah, OK. C'est un bon condensé sur l'idée de ça. Okay. Mais il y a une chose aussi, moi, que j'ai lu dans ma carrière qui m'a beaucoup fait avancer. Ça s'appelle le livre de Mythical Man Month. Oui, c'est vrai. Il n'y a personne dans vos podcasts qui l'a mentionné. Mais non, c'est vrai. Mais c'est une belle chose parce que c'est quelque chose qui a été écrit en 1976 à peu près. Ouais, c'est pas récent. Qui dit qu'un mois personne, là, ça peut pas se compresser tant que ça. Puis sur les projets, je pense qu'aujourd'hui, l'agilité, on fait le même cycle, mais plus rapidement, de façon plus efficace, mais tout ce qui est les problèmes d'estimer les projets, de vivre dans un projet, moi, j'ai lu ça, puis je dis, hey, aujourd'hui, là, on a avancé, mais les problématiques qui ont été identifiées à cette période-là sont encore vraies aujourd'hui. Puis il y a un autre gars aussi, il y a Martin Fowler, ça, que j'ai écouté sur YouTube, c'est Douglas Crockford. Ah oui, sur JavaScript. Le JavaScript, là, ça, c'est bien intéressant de l'écouter parce que lui aussi, il part de loin. Là. Il y a une série de 8 émissions qui on va mettre les liens, nous, sur ces 3 sources là. Donc, le Blicky de Martin Fowler, le Mythical Man Month et Douglas Crockford. Il y en a d'autres, le Ken Beck, Gérard Mézaros qui était venu ici, Refactoring XUnit. Ça, c'est bien intéressant parce qu'il prend les problèmes aussi plus larges. C'est pas juste des tests unitaires. Ouais. Il prend aussi il appelle ça SUT, là, System Under Test. Il y en a un autre petit nouveau, là, Max Kenneth Alexander, Code Simplicity. Il a sorti un livre sur ça.
Ça, c'est bien intéressant. Fait que ça couvre pas mal. Une bonne lecture. Je me tiens bien informé. Puis les podcasts, ça rentre tous les jours. Là, mais ce qui est fascinant de ce temps-ci, c'est plus tout le côté JavaScript qui évolue. Oui, c'est fou. C'est ça qui est l'attraction. Ça, puis ton prochain podcast, là, je veux pas l'introduire, mais c'est tout ce qui est REST. Là. Je pense qu'il y a un côté, autant au niveau de données, échange entre les systèmes puis les bases de données qui vont évoluer par ça versus toutes les autres choses qui ont pu être mises en place. Là. Je trouve ça bien intéressant. Le côté REST, là, c'est une façon d'exposer ta business sans passer par les Corba puis SOAP. C'est le open web, quelque part. C'est là, puis c'était comme... Découvrez-le. Oui. Ben écoute, on te remercie beaucoup, merci. Puis nous, on fait la pause et on revient avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Première journée du TechEd aujourd'hui, plein d'annonces. Écoute, je pense qu'on va mettre juste le lien vers le TechEd. Ouais, j'ai juste scanné un petit peu là en diagonale aujourd'hui là sur l'heure du lunch. Microsoft a annoncé la sortie de Windows Server 2012 R2. SQL 2014 déjà, donc des bêtas qui vont sortir à la fin du mois de juin 2013. Visual Studio 2013. 2013, oui, 2013. À l'automne. Encore là, un bêta à la fin du mois. Ça a lieu avec la conférence Build. Donc, beaucoup de nouveautés. Aussi, beaucoup de nouveautés au niveau du pricing Azure pour les développeurs, pour ceux qui ont des licences MSDN. Donc, le pricing a changé. C'est avantageux. C'est pas mal avantageux pour les développeurs qui ont des licences MSDN. Donc, les bénéfices Azure ont été bonifiés là, finalement. Donc, c'est à peu près ça. Première journée de TechEd, des grandes annonces. Ça va continuer le restant de la semaine. Puis, à la fin du mois, il va y avoir la conférence Build. Oui, ça vient. D'autres types d'annonces aussi. On va en parler. Notre prochaine émission est en début juillet. Ouais. On parlait justement de REST, comme disait Marc. Puis, je pense, est-ce que ça fait le tour des actualités? Oui. C'est la conférence TechEd de ce temps-ci. C'est ça, on va remettre le lien, là, puis les gens pourront se renseigner. Écoute, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. Eh oui! On vous revoit dans quelques semaines. Au revoir!